Voilà, je vais commencer à vous raconter les mille et une nuits. Si vous avez lu le petit texte qui accompagnait le rendez-vous, vous savez qu'il s'agit de la traduction d'Antoine Galland. C'est donc une traduction qui date du XVIIIe siècle, du tout début du XVIIIe siècle, puisqu'Antoine Galland a commencé à publier le premier volume de ces mille et une nuits en 1701. Oui, ça ne rajeunit pas, hein, effectivement. Et donc, il y a deux, trois petites choses qu'il faudra replacer dans leur contexte historique, parce qu'on n'avait pas tout à fait la même vision du monde et des étrangers à notre patrie à l'époque. On n'avait pas la même vision des femmes non plus. Donc, je me permettrai quelques commentaires afin de resituer les choses. Oui, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de faire des commentaires de toute façon. Enfin bref, allons-y. Les mille et une nuits, contes arabes. Les chroniques des Sassaniens, c'étaient des anciens rois de Perse. Les chroniques des Sassaniens, ces rois de Perse, ils avaient étendu leur empire dans les Indes, dans les grandes et les petites îles qui dépendent des Indes, et puis bien au-delà du Gange aussi, puisque leur empire allait jusqu'en Chine. Et ces chroniques rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets, par sa sagesse et sa prudence, qu'il s'était rendu redoutable à ses voisins, par le bruit de sa valeur, mais pas seulement par le bruit de sa valeur, parce qu'elle avait tellement de valeur qu'elle faisait du bruit, mais aussi par la réputation de ses troupes belliqueuses et bien disciplinées. Et ce roi, il avait deux fils. L'aîné, appelé Schahriar, digne héritier de son père, il en possédait toutes les vertus, et le cadet, le petit, nommé Shah-Zenan, qui en fait n'avait pas moins de mérite que son grand frère. Et après un règne aussi long que glorieux, ce roi, qui avait deux fils, ce roi mourut, et Schahriar monta sur le trône. Shah-Zenan, lui, il était exclu de tout partage par les lois de l'Empire, parce que c'était le cadet, et il fut obligé de vivre comme un particulier, au lieu d'ailleurs de souffrir impatiemment le bonheur de son aîné, d'être confit de jalousie, il mit toute son attention à lui plaire. Et il eut d'ailleurs pas beaucoup de peine à y réussir, parce que Schahriar avait naturellement de l'inclination pour ce prince, et il fut charmé d'ailleurs de sa complaisance. Et par un excès d'amitié, voulant partager avec lui ses états, il lui donna le royaume de la Grande Tartarie. Shah-Zenan alla bientôt prendre possession de ce royaume, et il décida de s'établir à Samarcande, qui était la capitale. Il y avait déjà 10 ans que ces deux rois étaient séparés, lorsque Schahriar, souhaitant passionnément revoir son petit frère, résolut de lui envoyer un ambassadeur pour l'inviter à le venir voir. Et il choisit pour cette ambassade son premier vizir, qui partit avec une suite conforme à sa dignité et fit toute la diligence possible. Quand il fut près de Samarcande, Shah-Zenan fut averti de l'arrivée de l'ambassadeur et il alla au-devant de lui avec les principaux seigneurs de sa cour qui, pour faire plus d'honneur au ministre du sultan, s'étaient tous habillés magnifiquement. Le roi de Tartarie le reçut avec de grandes démonstrations de joie et lui demanda d'abord, évidemment, des nouvelles du sultan son frère. Le vizir satisfit à sa curiosité, après quoi il exposa le sujet de son ambassade. Shah-Zenan fut extrêmement touché. « Sage vizir, dit-il, le sultan mon frère me fait trop d'honneur, et il ne pouvait rien me proposer qui me fût plus agréable. S'il souhaite me voir, je suis pressé de la même envie. Le temps qui n'a point diminué mon amitié, ni la sienne, n'a point affaibli ni la mienne, ni la sienne. Mon royaume est tranquille, et je ne veux que 10 jours pour me mettre en état de partir avec vous.
Ainsi, il n'est pas nécessaire que vous entriez dans la ville pour si peu de temps. Je vous prie de vous arrêter en cet endroit et d'y faire dresser vos tentes. Je vais ordonner qu'on vous apporte des rafraîchissements en abondance pour vous et pour toutes les personnes de votre suite. » Cela fut exécuté sur le champ. Le roi était à peine rentré dans Samarcande que le vizir vit arriver une prodigieuse quantité de toutes sortes de provisions accompagnées de régals et de présents d'un très grand prix. Cependant, Shah-Zenan, se disposant à partir, régla les affaires les plus pressantes, établit un conseil pour gouverner son royaume pendant son absence et mit à la tête de ce conseil un ministre dont la sagesse lui était connue et en qui il avait une entière confiance. Au bout de 10 jours, ses équipages étant prêts, il dit adieu à la reine, sa femme, sortit sur le soir de Samarcande et, suivi des officiers qui devaient être du voyage, il se rendit au pavillon royal qu'il avait fait dresser auprès des tentes du vizir. Il s'entretint avec cet ambassadeur jusqu'à minuit, alors voulant encore une fois embrasser la reine, qu'il aimait beaucoup. Il retourna seul dans son palais. Il alla droit à l'appartement de cette princesse. Oui, vous voyez ce qui va arriver, mais ça fait rien, je vous raconte tous les détails quand même. Donc il se rendit droit dans l'appartement de sa reine, qui, ne s'attendant pas à le revoir, avait reçu dans son lit un des derniers officiers de la maison. Il y avait déjà longtemps qu'ils étaient couchés et y dormaient tous deux d'un profond sommeil. Le roi entra sans bruit, se faisant un plaisir de surprendre par son retour une épouse dont il se croyait éperdument et tendrement aimé. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'à la clarté des flambeaux, oui, parce qu'on n'éteint jamais les flambeaux la nuit dans les appartements des princes et des princesses. C'est comme ça, on ne peut pas savoir ça nous, mais c'est comme ça chez eux. Eh bien, le sultan aperçut un homme dans ses bras, dans les bras de la sultane. Eh oui. Il demeura immobile durant quelques moments, ne sachant s'il devait croire ce qu'il voyait, mais n'en pouvant douter. « Quoi ?» dit-il en lui-même. « Quoi ?» C'est en lui-même. « Je suis à peine hors de mon palais. Je suis encore sous les murs de Samarcande et l'on ose m'outrager. Ah, perfide, votre crime ne sera pas impuni. Comme roi, je dois punir les forfaits qui se commettent dans mes États. Comme époux offensé, il faut que je vous immole à mon juste ressentiment. Enfin, ce malheureux prince, cédant à son premier transport, tira son sabre, s'approcha du lit, et d'un seul coup fit passer les coupables du sommeil à la mort. Ensuite, les prenant l'un après l'autre, il les jeta par une fenêtre dans le fossé dont le palais était environné. Là, ouais, sont comme ça. S'étant vengé de cette sorte, il sortit de la ville comme il était venu et se retira sous son pavillon. Il n'y fut pas plus tôt arrivé que, sans parler à personne de ce qu'il venait de faire, il ordonna de plier les tentes et de partir, tout de suite. Tout fut bientôt prêt, et il n'était pas jour encore qu'on se mit en marche au son des timbales et de plusieurs autres instruments qui inspiraient la joie à tout le monde, hormis au roi, évidemment. Ce prince, toujours occupé de l'infidélité de la reine, était la proie d'une affreuse mélancolie et qui ne le quitta pas pendant tout le voyage. Et lorsqu'il fut près de la capitale des Indes, il vit venir au-devant de lui le sultan Shahriar, avec toute sa cour. Quelle joie pour ces princes de se revoir. Ils mirent tous deux pied à terre pour s'embrasser, et après s'être donné 1000 marques de tendresse, ils remontèrent à cheval et entrèrent dans la ville, aux acclamations d'une foule innombrable de peuple, et le sultan conduisit le roi son frère jusqu'au palais qu'il lui avait fait préparer. Ce palais communiquait au sien par un même jardin. Il était d'autant plus magnifique qu'il était consacré aux fêtes et aux divertissements de la cour, et on en avait encore augmenté la magnificence par de nouveaux ameublements. Shahriar quitta d'abord le roi de Tartarie pour lui donner le temps d'entrer au bain et de changer d'habit, mais dès qu'il sut qu'il en était sorti, il vint le retrouver. Ils s'assirent sur un sofa, et comme les courtisans se tenaient éloignés par respect,
Ces deux princes commencèrent à s'entretenir de tout ce que deux frères, qui se retrouvent, encore plus unis par l'amitié que par les sangs, ont à se dire après une longue absence. L'heure du souper étant venue, ils mangèrent ensemble, et après le repas, ils reprirent leur entretien, qui dura jusqu'à ce que Schahriar, s'apercevant que la nuit était fort avancée, se retira pour laisser reposer son frère. L'infortuné Shah Zenan se coucha, mais si la présence du sultan son frère avait été capable de suspendre pour quelque temps ses chagrins, ils se réveillèrent alors avec violence. Au lieu de goûter le repos dont il avait besoin, il ne fit que rappeler dans sa mémoire ces souvenirs cruels, ces réflexions. Toutes les circonstances de l'infidélité de la reine se présentaient si vivement à son imagination qu'il en était hors de lui-même. Enfin, ne pouvant dormir, il se leva, et se livrant tout entier à des pensées si affligeantes, il parut sur son visage une impression de tristesse que le sultan ne manqua pas de remarquer. « Mais qu'a donc le roi de Tartarie ?» disait-il. « Qui peut causer ce chagrin que je lui vois ? Aurait-il sujet de se plaindre de la réception que je lui ai faite ? Non, je l'ai reçu comme un frère que j'aime, et je n'ai rien là-dessus à me reprocher. Peut-être se voit-il à regret, éloigné de ses états, ou de la reine, sa femme. Ah, si c'est cela qui l'afflige, il faut que je lui fasse incessamment les présents que je lui destine, afin qu'il puisse partir, quand il lui plaira, pour s'en retourner à Samarcande. » Effectivement, dès le lendemain, il lui envoya une partie des présents qui étaient composés de tout ce que les Indes produisent de plus rare, de plus riche, de plus singulier. Il ne laissait pas néanmoins d'essayer de le divertir tous les jours par de nouveaux plaisirs, mais les fêtes les plus agréables, au lieu de le réjouir, ne faisaient qu'irriter ses chagrins. Un jour, Schahriar ayant ordonné une grande chasse à 2 journées de sa capitale, dans un pays où il avait particulièrement beaucoup de cerfs, Shah Zenan le pria de le dispenser de l'accompagner. Oui, en lui disant que l'état de sa santé ne lui permettait pas d'être de la partie. Le sultan ne voulut pas le contraindre ni le contrarier, il le laissa en liberté et partit avec toute sa cour pour aller prendre ce divertissement. Après son départ, le roi de la Grande Tartarie, se voyant seul, s'enferma dans son appartement, il s'assit à une fenêtre qui avait vue sur le magnifique jardin, et ce beau lieu, et le ramage d'une infinité d'oiseaux qui y faisaient leur retraite, lui auraient donné du plaisir s'il eût été capable d'en ressentir. Mais toujours déchiré par le souvenir funeste de l'action infâme de la reine, il arrêtait moins souvent ses yeux sur le jardin qu'il ne les levait au ciel pour se plaindre de son malheureux sort. Néanmoins, quelque occupé qu'il fût de ses ennuis, il ne laissa pas d'apercevoir un objet qui attira toute son attention. Une porte secrète du palais du sultan, s'ouvrit tout à coup, et il en sortit 20 femmes, au milieu desquelles marchait, je vous le donne en 1000, et une nuit, la sultane. Elle avait un air qui la faisait aisément distinguer, évidemment. Cette princesse, croyant que le roi de la Grande Tartarie était aussi à la chasse, s'avança avec fermeté jusque sous les fenêtres de l'appartement de ce prince qui, voulant par curiosité l'observer, se plaça de manière qu'il pouvait tout voir sans être vu. Il remarqua que les personnes qui accompagnaient la sultane, pour bannir toute contrainte, se découvrirent le visage qu'elles avaient eu couvert jusqu'alors et quittèrent de longs habits qu'elles portaient par-dessus d'autres, plus courts. Mais il fut dans un extrême étonnement de voir que dans cet entourage, dans cette compagnie qui lui avait semblé toute composée de femmes, il y avait 10 noirs qui prirent chacun leur maîtresse. La sultane de son côté ne demeura pas longtemps sans amant, elle frappa des mains en criant « Massoud ! Massoud !» Et aussitôt, un autre noir descendit du haut d'un arbre et courut à elle avec beaucoup d'empressement. Oui, parce que dans ces pays-là, les Arabes avaient pour esclaves des Noirs à l'époque.
un peu comme en Europe au XVIIIe siècle. La pudeur ne me permet pas de raconter tout ce qui se passa entre ces femmes et ces Noirs. Et c'est un détail qu'il n'est pas besoin de faire. Il suffit de dire que Shahzenan en vit assez pour juger que son frère n'était pas moins à plaindre que lui. Les plaisirs de cette troupe amoureuse durèrent jusqu'à minuit. Ils se baignèrent tous ensemble dans une grande pièce d'eau qui faisait un des plus beaux ornements du jardin, après quoi, ayant repris leurs habits, ils rentrèrent par la porte secrète dans le palais du sultan, et Massoud, qui était venu de dehors, par-dessus la muraille du jardin, s'en retourna par le même endroit. Comme toutes ces choses s'étaient passées sous les yeux du roi de la Grande Tartarie, elles lui donnèrent lieu de faire une infinité de réflexions. « Que j'avais peu de raison, disait-il, de croire que mon malheur était si singulier. C'est sans doute l'inévitable destinée de tous les maris, puisque le sultan, mon frère, le souverain de tant d'États, le plus grand prince du monde, n'a pu l'éviter. Cela étant, quelle faiblesse de me laisser consumer de chagrin. Sans effet, le souvenir d'un malheur si commun ne troublera plus désormais le repos de ma vie. Non. En effet, dès ce moment, il cessa de s'affliger, et comme il n'avait pas voulu souper, qu'il n'en eût vu toute la scène qui venait d'être jouée sous ses fenêtres, il fit servir alors et mangea de meilleur appétit qu'il n'avait fait depuis son départ de Samarcande, et entendit même avec quelque plaisir un concert agréable de voix et d'instruments dont on accompagna le repas. Les jours suivants même, il fut de très bonne humeur, et lorsqu'il sut que le sultan était de retour, il alla au-devant de lui et lui fit son compliment d'un air enjoué. Schahriar, d'abord, ne prit pas garde à ce changement. Il ne songea qu'à se plaindre obligeamment de ce que ce prince avait refusé de l'accompagner à la chasse, et sans lui donner le temps de répondre à ses reproches, il lui parla du grand nombre de cerfs et d'autres animaux qu'ils avaient pris, et enfin du plaisir qu'il avait eu. Shahzenan, après l'avoir écouté avec attention, prit la parole à son tour. Comme il n'avait plus de chagrin qui l'empêchait de faire paraître combien il avait d'esprit, il dit 1000 choses agréables et plaisantes. Le sultan, qui s'était attendu à le retrouver dans le même état où il l'avait laissé, le sultan fut ravi de le voir si gai. « Mon frère, lui dit-il, je rends grâce au ciel de l'heureux changement qu'il a produit en vous pendant mon absence. J'en ai une véritable joie, mais j'ai une prière à vous faire, et je vous conjure de m'accorder ce que je vais vous demander. »« Que pourrais-je vous refuser ?» répondit le roi de Tartarie. « Vous pouvez tout sur Shahzenan, parlez, je suis dans l'impatience de savoir ce que vous souhaitez de moi. » « Depuis que vous êtes dans ma cour, reprit Schahriar, je vous ai vu plonger dans une noire mélancolie que j'ai vainement tenté de dissiper par toutes sortes de divertissements. Je me suis imaginé que votre chagrin venait de ce que vous étiez éloigné de vos états. J'ai cru même que l'amour y avait beaucoup de part et que la reine de Samarcande, que vous avez dû choisir d'une beauté achevée, en était peut-être la cause. Je ne sais si je me suis trompé dans ma conjecture, mais je vous avoue que c'est particulièrement pour cette raison que je n'ai pas voulu vous importuner là-dessus. De peur de vous déplaire, cependant, sans que j'y ai contribué en aucune manière, je vous trouve à mon retour de la meilleure humeur du monde, et l'esprit entièrement dégagé de cette noire vapeur qui en troublait tout l'enjouement. Dites-moi, de grâce, pourquoi étiez-vous si triste ? Et pourquoi vous ne l'êtes plus ? À ce discours, le roi de la Grande Tartarie demeura quelque temps rêveur, comme s'il eût cherché ce qu'il y avait à répondre. Enfin, il repartit dans ces termes : « Vous êtes mon sultan et mon maître, mais dispensez-moi, je vous supplie, de vous donner la satisfaction que vous me demandez. »« Non, mon frère, non, répliqua le sultan. Il faut que vous me l'accordiez. Je la souhaite, ne me la refusez pas. » Shahzenan ne put résister aux instances de son frère Schahriar. « Eh bien, mon frère, lui dit-il, je vais vous satisfaire puisque vous me le commandez. » Alors,
il lui raconta l'infidélité de la reine de Samarcande. Et lorsqu'il en eut achevé le récit, « Voilà, poursuivit-il, le sujet de ma tristesse. Jugez si j'avais tort de m'y abandonner. »« Ô mon frère !» s'écria le sultan d'un ton qui marquait combien il entrait dans le ressentiment du roi de Tartarie. « Quelle horrible histoire venez-vous de me raconter? Avec quelle impatience je l'ai écoutée jusqu'au bout. Je vous loue d'avoir puni les traîtres qui vous ont fait un outrage si sensible. On ne saurait vous reprocher cette action, elle est juste. Elle est juste, et pour moi, j'avouerai qu'à votre place, j'aurais eu peut-être moins de modération que vous. Ouais. Je ne me serais pas contenté d'ôter la vie à une seule femme. Je crois que j'en aurais sacrifié plus de 1000 à ma rage. Je ne suis pas étonné de vos chagrins. La cause en était trop vive et trop mortifiante pour n'y pas succomber. Ô ciel, quelle aventure! Non, je crois qu'il n'en est jamais arrivé de semblable à personne qu'à vous. Mais enfin, il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné de la consolation. Et comme je ne doute pas qu'elle ne soit bien fondée, ayez encore la complaisance de m'en instruire et faites-moi la confidence entière. Ouais. Ah oui, on se demande ce que ça va donner. Eh bien, nous le saurons demain. Demain, en écoutant la suite des 1001 nuits, qui vous sera racontée par un camarade, un ami de la maison éclose, Pierre Crevoisier. Alors, rendez-vous demain, un peu après 9h, après les applaudissements pour les gens qui prennent soin de nous dans les hôpitaux, dans les cliniques, partout, les soldats, l'armée, les médecins, les infirmières, les soignants, tous ceux qui prennent soin de nous quand on en a besoin. Donc, commencez-vous d'abord. Restez chez vous, prenez soin de vous et des autres.